Dame de la RDC, Marie-Olive Lembe-Kabila, de son côté, organise la 7e table ronde des épouses des chefs d'État africains, 2 événements qui se dérouleront à Kinshasa. En tant que présidente de cette structure, elle a réuni le secrétaire général chargé de la technique et des finances du COMESA ainsi que la ministre du Genre pour le bon déroulement des événements. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter dans quelques jours le 17e sommet du marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Un sommet qui s'ouvrira simultanément avec la 7e table ronde des épouses des conjoints des chefs d'État et de gouvernement, dont Marie-Olive Lembe-Kabila va assurer la présidence jusqu'en juin 2015. C'est dans ce cadre que l'épouse du chef de l'État et présidente de la 7e table ronde des premières dames a voulu s'entretenir avec la délégation du comité technique du COMESA, avec à sa tête le secrétaire général adjoint chargé de l'administration et des finances, Nalda El-Hussein, et la ministre du Genre. Au cours de leur entretien, les 2 personnalités ont échangé sur les préparatifs de ce grand événement qui va accueillir les épouses des chefs d'État et pays membres du COMESA. L'essentiel de nos discussions a porté sur les préparatifs de la table ronde des premières dames qui aura lieu le 26 février. Les 2 parties ont pris langue. Il ne reste plus que tout soit mis en place pour la réussite de la 7e table ronde des conjoints des chefs d'État et de gouvernement. Une photo de famille a immortalisé ce moment. Le FMI a l'habitude de procéder régulièrement aux consultations bilatérales avec les pays membres, notamment la République démocratique du Congo. Et pour cette année 2014, 5 thèmes importants ont été retenus. Il s'agit de la préservation de la stabilité macroéconomique, la promotion d'une croissance inclusive, le défi de la mobilisation des recettes publiques et l'amélioration de la transparence, ainsi que la gestion dans le secteur des ressources naturelles et sans oublier la promotion de la stabilité et du développement financier. La clôture de ces assises est intervenue ce mercredi avec à la clé un certain nombre de recommandations assorties de l'identification des approches appropriées. Parlons agriculture. Dans le cadre de la relance du secteur agricole en RDC, une mission dénommée Revue à mi-parcours a été initiée dernièrement par la Banque mondiale du 3 au 19 février dans les provinces pilotes de Kinshasa et de l'Équateur. Et ce mercredi, cette mission a organisé une séance de restitution technique afin d'éclairer à la presse congolaise sur les avancées et les contraintes du projet d'appui à la réhabilitation et la relance du secteur agricole au pays. Face à plusieurs problèmes qui secouent et menacent le secteur agropastoral en République démocratique du Congo, la Banque mondiale avait entrepris depuis 2011 un projet d'appui à la réhabilitation et à la relance de ce secteur sous l'accord dont le coût total est évalué à 120 millions de dollars américains. Initiative qui vise non seulement à augmenter la productivité agricole, améliorer la commercialisation des produits végétaux, mais aussi animaux par des petits agriculteurs à la base dans les zones ciblées. À travers cette mission de la revue à mi-parcours effectuée pendant plus de 2 semaines dans les provinces pilotes de l'Équateur et de Kinshasa, le but poursuivi est de faire une évaluation sur l'état de l'avancement de ce vaste projet. Nous avons été à l'Équateur pendant 8 jours, après avoir passé ici une semaine de revue théorique du projet, pour nous rendre compte de visus des avancées du projet, aussi bien en termes de productivité, l'augmentation de la productivité agricole, notamment par la production et la mise en œuvre du volet semences, mais également par la réalisation des infrastructures de marché, notamment les routes de desserte agricole, les marchés et les entrepôts. Le nombre total des bénéficiaires visés à travers ce projet PARSA est estimé à plus de 735 000, dont 103 000 ménages d'exploitation familiale, s'adonnant à l'agriculture et à l'élevage à l'Équateur, 2 000 ménages producteurs dans le pôle Malébo. Je vous l'annonçais en titre, en sécurité, la MONUSCO va renforcer l'effectif de ses forces spéciales à Pweto dans le Katanga, et ce en perspective de la traque imminente contre les groupes qui écument le Katanga. L'annonce a été faite lors d'un échange entre la presse et les responsables de la mission onusienne. C'est par vidéoconférence depuis Goma que le général Dos Santos Cruz, chef militaire de la MONUSCO, a fait l'état des lieux des dernières opérations menées par les contingents onusiens et FARDC contre le groupe négatif nationaux et étrangers dans l'est de la République démocratique du Congo.
Juste pour compléter, j'ai effectué un voyage à Kamango, Nobili, Mbao, et j'ai eu l'opportunité de me rendre jusqu'à la frontière avec l'Ouganda pour évaluer la situation sécuritaire. Discuter que nous affrontons les FARDC sur le terrain, je ne voudrais pas m'aventurer dans les détails concernant cette opération. I don't want to go in. Et maintenant, les forces spéciales onusiennes vont faire cap vers le sud-est, au Katanga, où on ne compte que près des 400 casquets bleus. Un important déploiement est prévu à Pweto, foyer des miliciens Bakata Katanga. L'année 2013 a vu de milices locales mener des actions d'éclat jusqu'à Lubumbashi, capitale provinciale du Katanga. Ces attaques avaient occasionné plusieurs dizaines de morts. Et dans le reste de l'actualité, le président de l'Union pour la nation congolaise, UNC, a lancé un appel mardi lors d'une caravane de paix qu'il a tenue à Goma. Vital Kamerhe demande aux groupes armés locaux et étrangers de se rendre aux forces armées de la RDC, notamment les FDLR et la LRA. Le président de l'Union pour la nation congolaise a également invité les gouvernements de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda, ainsi que la MONUSCO, de mettre sur pied un mécanisme favorisant le retour volontaire des combats de groupes armés étrangers. Restons dans la province du Nord Kivu pour parler de la traque des rebelles ADF dans l'axe Mbao-Kamango. Les FARDC gagnent du terrain et continuent à faire des découvertes dans une usine rudimentaire de fabrication de bombes artisanales et autres explosifs. Ces images nous sont envoyées par Magloire Paluku de Kivuan. Suivez. Ces images ont été tournées au niveau du PK40 dans l'axe Mbao-Kamango où les rebelles ougandais ont dû abandonner tous les biens de leur guérilla dans cette forêt. Sur place, ils avaient déjà créé une usine rudimentaire de fabrication de bombes artisanales et autres explosifs. Les rebelles ougandais de l'ADF avaient aussi placé une station de moulin, de fabrique et une position militaire depuis plus de 20 ans. Comme vous pouvez le constater, leur mode de transport était le vélo ou la moto. Les FARDC ont mené des combats tactiques pour les déloger, ainsi les rebelles ougandais ont disparu. Dans leur fuite, ils ont laissé des cadavres mal enterrés non loin du pont de la rivière Semuliki. La population de l'axe Mbao-Kamango a recommencé à aller au champ, félicitant l'armée congolaise de les avoir libérés de la servitude et des prises d'otages à répétition, même si plusieurs personnes restent encore introuvables. Au Bandundu, le gouverneur de la province a procédé à la remise des tôles et des sacs de ciment à 2 instituts supérieurs. Jean Kamisendou a ainsi répondu à la préoccupation de l'ISP Massimanimba et à celle de l'Institut Malembelembe dans la cité de Massimanimba. Ces matériels vont permettre la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments de ces institutions. Institut d'enseignement secondaire Malembe. Nous sommes à Massimanimba dans la province du Bandundu. Cet établissement scolaire s'est trouvé dans un état de délabrement très avancé depuis plusieurs années. Il fallait donc une action d'urgence, d'où le déploiement de ces matériels pour sa réhabilitation, comme promis par le gouverneur Jean Kamisendou à son passage ici. Des tôles de 3,50 mètres et des sacs de ciment avec une somme d'1,5 million francs congolais feront donc l'affaire pour remettre à neuf cette école qui faisait jadis la fierté de la cité de Massimanimba. Il souhaite que ces bâtiments soient déjà opérationnels dès la rentrée prochaine. Et pour cela, il faudra que tout le monde puisse s'y mettre très sérieusement. Le même geste a été posé à l'ISP Massimanimba, où le coordonnateur de la maison du Bandundu a remis un autre lot important, des tôles et des sacs de ciment pour la poursuite des travaux de construction du deuxième bâtiment. Le gouverneur vient de donner un coup d'accélérateur à la construction de ce deuxième bâtiment qui va bientôt faire la fierté de l'ISP Massimanimba. Nous les soutenons, nous sommes derrière lui. Nous lui disons cordialement merci. C'est vrai qu'il a la tête d'une province vaste. Les Bandundu, ce n'est pas seulement Massimanimba. Partout, les attentes sont nombreuses, mais ce qu'il vient de faire pour nous flatte notre admiration. Hormis la vocation agricole que rêvaient les Bandundu, l'éducation semble être aussi l'une des préoccupations majeures du gouverneur Jean Kamisendou.
Revenons à Kinshasa pour parler des travaux de l'Assemblée générale ordinaire des communautés islamiques de la RDC, ouvert ce mercredi. Des travaux qui débutent avec une vive tension entre ces croyants et quelques délégués venus des provinces boycottent ces assises pour la non-validation des membres effectifs. Ces délégués qui récusent le comité organisationnel exigent une commission de crise pour résoudre ces problèmes. Je trouve qu'il y a du désordre à partir de la sélection. Pour que je puisse me retrouver dehors, je suis en train de poser une question que je poserai au président du bureau qui sera peut-être élu quand le quorum pourra être atteint. Mais je ne crois pas que le quorum puisse être atteint parce qu'il y a eu une sélection que je considère abusive, irrégulière. Les gens viennent d'où pour qu'ils puissent se retrouver dedans pendant que nous, les membres, nous sommes dehors. Donc on a recruté à la volée des gens qui viennent représenter le Maniema sans que le Maniema soit dedans. Il y a ce qu'on appelle cacophonie. Cacophonie dans le sens que ceux qui ont droit sont dehors et ceux qui n'ont pas droit sont à l'intérieur. Nous ne voyons pas quel jeu. Même jusqu'à présent, nous n'avons pas encore compris l'histoire. C'est pour ça que nous nous trouvons debout. Nous nous trouvons n'importe où. Moi qui vous parle, j'ai fait 47 ans à l'islam. Comment un simple garçon qui n'était pas encore né peut me dire de rester dehors? Il y a une mauvaise foi de la part de notre dirigeant. Nous avons dit nous voulons son départ. Nous ne voulons pas qu'il rentre encore comme étant chef de province du Kasaï Okisseranda. S'il rentre, donc il y aura beaucoup de problèmes qu'on ne peut pas encore vous dire. C'est ce que je vous dis, c'est une réalité. Et en sport, on va parler de la Ligue nationale de football. Le tout-puissant Mazembe a laissé filer 2 points ce mercredi au stade Lumumba devant la SNICA de Kisangani. En match avancé canton pour la 12e journée de la Division 1, les Corbeaux n'ont pu faire mieux que de concéder un nul vierge de 0 but partout. Bien que tenu en échec, Mazembe reste leader dans ce groupe avec 24 points. Kankoulou aussi, Patrick Kitengue qui est avec nous ici. Merci à vous. Ici. Une joie immense des fanatiques de l'ESNICA qui ont pris d'assaut la pelouse du stade Lumumba au terme de cette affiche de la 12e journée avancée face au tout-puissant Mazembe. Battu in extremis sur le score d'un but à 0 à Lubumbashi, les protégés d'Aziz, Dedoche et Luzangi voudraient bien démontrer que cette défaite n'était qu'un accident de parcours. Les Boyomiens réussissent d'ailleurs leur mission en imposant un rythme assez différent à Mazembe, dont les attaquants ne font que s'illustrer par de maladresse et de ratés. La maladresse, il y en a eu également du côté des Rouges et Blancs de Kisangani. Renforcé il y a peu par l'arrivée des 2 joueurs camerounais en début de cette phase retour, Joël So et Song Yengo, l'ESNICA revient en 2e période avec les mêmes ambitions qu'en première. Mais les 10 dernières minutes qui verront l'entrée de Robert Mbouelou sont dominées complètement par Mazembe, à l'image de cette incursion de Renfort Kalaba qui échoue sur les montants. La chance ne sourit toujours pas. Salif Koulibaly voit sa tête toucher les montants. Attention à la tête. Oh, le poteau. Et donc 0 but partout, score final. 3e match nul de poulain de Patrice Carteron en 10 sorties. Mazembe met fin à son séjour Boyomé avant la réception de Lupopo ce dimanche au stade Kibasa Maliba. Merci à Edouard Kankoulou aussi, Patrick Kitengue qui a... De la culture pour finir, plus de tergiversation. La dépouille de l'artiste King Kester Emenea, décédé depuis jeudi 13 février en France, arrive dans la capitale congolaise le 1er mars prochain à 6 h du matin. Une confirmation du gouverneur de la ville faite au cours d'un point de presse. André Kimbuta confirme la tenue des obsèques ainsi que l'inhumation pour Kinshasa. Mon grand souci, le souci de Kikwito. Nelson Mandela Madiba, on l'a enterré chez lui, dans son village natal. Nous voulons que ces messieurs-là nous retournent, qu'on nous retourne Kester Nkwamamou. Il a même chanté ici. Nous souhaitons que son corps soit rapatrié ici à Kikwito, que nous, ses frères et sœurs, que nous, ses amis, que nous puissions aussi les pleurer chez nous.
Kinshasa, Kikwit ou Kinshasa s'est tranché, le King sera inhumé dans la capitale congolaise, ainsi en a décidé l'autorité urbaine. Raison avancée, l'homme, en véritable prodige de la musique congolaise, était par conséquent un patrimoine national, c'est en ces titres que la capitale s'arroge le droit de le porter en terre. Qu'il n'y ait plus de confusion à ce sujet. King Kester Emenea sera enterré à Kinshasa. L'artiste Emenea n'appartenait même plus aux Congolais. Le gouvernement a décidé de son enterrement.